hashtag FuturMag, réagissez pendant l'émission sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous sur arte.tv/FuturMag. Au programme de ce FuturMag, nous vous ferons découvrir des écrans très surprenants. Aujourd'hui, grâce aux jeunes innovateurs Tom Carter et David Fatal, il est possible d'interagir avec des écrans sans les toucher. Et ils peuvent même projeter des images qui ressemblent à des hologrammes. Waouh! Puis, direction la côte basque espagnole et la Californie, où des ingénieurs rivalisent d'inventivité pour transformer l'énergie des vagues en électricité. Centrale houlomotrice au Pays Basque ou drone marin en Californie, suivez-nous pour un tour des innovations qui surfent sur la vague. Télévision, téléphone portable, tablette, les écrans ont envahi nos vies. Nous passons en moyenne 7 heures par jour à les regarder. Entre les journées de travail devant l'ordinateur et les soirées devant une tablette ou la télévision. Difficile de s'en passer, surtout pour regarder FuturMag. La technologie avance à grande vitesse et de nouveaux écrans toujours plus innovants vont bientôt débarquer dans nos vies. On connaissait déjà les écrans souples et les télé OLED. Voici maintenant des innovations encore plus étonnantes. Un téléphone portable qui projette une image 3D au-dessus de l'écran. Ou encore, un écran qui permet de ressentir des formes sans rien toucher. Et ce sont deux jeunes innovateurs, l'anglais Tom Carter et le français David Fatal, 27 et 34 ans, qui sont à l'origine de ces créations promises à un grand avenir. Bristol, dans le sud de l'Angleterre. Tom Carter est un jeune ingénieur en informatique de 27 ans. Il a inventé une technologie qui permet d'interagir avec les écrans sans même les toucher. Et les applications sont infinies, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la cuisine ou dans la voiture. Futuriste, c'est une véritable innovation qui va changer notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Dans le monde de la recherche, les gens s'intéressaient au contrôle par le geste, c'est-à-dire contrôler les choses en posant les mains dans l'air sans rien toucher. Si vous pouvez avoir en retour une sensation sur vos mains quand vous interagissez avec l'objet, alors c'est plus facile pour votre cerveau de comprendre ce que vous avez fait. Est-ce que votre geste a bien été compris? A-t-il été rejeté? Est-ce que le système est bien à votre écoute? Est-ce que ce que vous essayez de faire va se réaliser? Mais comment Tom Carter a-t-il réussi à accomplir cette prouesse? Son secret, les ultrasons. Les quoi? Les ultrasons. Le jeune ingénieur développe son idée alors qu'il est encore étudiant, sans savoir que cela deviendra sa vie. L'aventure dure maintenant depuis 4 ans, et Tom Carter imagine déjà de nombreuses applications. Le principal marché que nous visons, c'est le marché automobile, avec la possibilité de réduire le nombre de boutons sur le tableau de bord et à la place de pouvoir faire les gestes devant. Le bénéfice principal, c'est que vous obtenez l'information grâce au toucher. Vous n'avez donc pas besoin de quitter la route des yeux pour interagir avec la voiture. Sa technologie performante fonctionne grâce à une interface dite haptique, c'est-à-dire qu'elle fait appel au sens du toucher. Tom Carter a eu la bonne idée de se servir du son, ou plutôt des ultrasons, qui font vibrer l'air et se transforment donc en sensations tactiles. Il y a toute une série de haut-parleurs qui émettent des ultrasons pour créer des sensations. On y a ajouté une caméra infrarouge sur le dessus qui capte les déplacements de la main. Quand l'utilisateur arrive et interagit avec notre système, la caméra enregistre ce que fait la main et transmet ces informations à l'ordinateur. En fonction de ce que vous voulez réaliser, les haut-parleurs vont émettre des ultrasons pour créer une sensation. Récapitulons. L'écran est relié à une interface constituée d'une centaine de mini-haut-parleurs. Ils émettent des ultrasons, des ondes qui sont invisibles et inaudibles pour nous, les hommes. Ces ondes viennent frapper la peau des doigts et créent ainsi des sensations tactiles donnant l'impression de toucher des formes, ce qu'on appelle une perception haptique. Une caméra, couplée à un logiciel, suit les mouvements de la main dans l'air et les retransmet en direct sur l'écran. Pour rendre visible l'invisible, attention,
action! Il suffit de projeter les ultrasons sur un bain d'huile, car l'huile représente la surface de la main. Grâce au logiciel qu'il a mis au point, Tom Carter réussit à dessiner avec précision des formes avec du son. Comme par exemple cette étoile, légèrement trouble dans le bain d'huile, mais ressentie avec netteté sur la paume de la main. Il y a de l'électronique derrière les haut-parleurs, avec de petits microprocesseurs qui, grâce à nos algorithmes, déterminent quel haut-parleur allumer et à quel moment. L'innovation ici, ce n'est pas de produire des ultrasons, on sait le faire depuis le début du XXe siècle, mais bien de pouvoir les contrôler. On connaît les ultrasons depuis longtemps. Ce n'est même pas une invention, c'est un phénomène physique. Les cloches produisent des ultrasons quand elles sonnent. C'est en permanence autour de nous. L'innovation, c'est d'exploiter les ultrasons et de les manipuler pour créer des sensations tactiles. Mais qu'est-ce qu'on ressent lorsque des ultrasons viennent percuter la main? Pour le savoir, utilisons des cobayes qui vont expérimenter cette technologie surprenante avec des ondes qui sont sans danger pour la santé. Commençons avec ces bulles qui semblent éclater dans la main. Quand les bulles arrivent, vous avez une sensation de pétillement. C'est totalement inattendu. C'est un peu comme mettre la main dans une bouteille d'eau pétillante. C'est assez drôle. Ou encore ce champ de force qui donne l'impression de passer la main dans un souffle d'air. C'est bizarre. C'est surprenant à quel point c'est précis et localisé. C'est très impressionnant. Et pour finir, cette simulation simple de jeu vidéo où la main représente la raquette qui ressent l'impact de la balle. Fantastique. Ça semble très réel, très intuitif, incroyable. Interagir avec quelque chose qui n'est pas là, mais qu'on sent, c'est incroyable. Cette technologie pourrait être une aide précieuse dans un domaine totalement inattendu, l'hygiène. Pour éviter de toucher les surfaces sales, comme par exemple les boutons d'un ascenseur, véritable nid à microbes. Ou encore dans la cuisine, avec les mains pleines de beurre. Ce que nous avons là, c'est la plaque de cuisson du futur. Vous avez une première plaque ici, avec la casserole, avec les boutons de contrôle sur le côté. En mettant votre main au-dessus du tableau de contrôle, vous pouvez sentir les différents feux. Et vous pouvez activer un curseur pour monter ou descendre la température. À 27 ans seulement, Tom Carter est à la base d'une entreprise aux perspectives prometteuses qui vient de lever près de 13 millions d'euros pour son développement. Une réussite à laquelle il ne s'attendait absolument pas. Quand on a commencé à travailler sur ce projet, on ne pensait pas forcément que ça deviendrait une entreprise. C'est sûr que c'est arrivé beaucoup plus vite que ce que l'on pensait, même si on l'espérait fortement. Mais oui, c'est un sentiment incroyable d'aller au boulot et de voir 26 personnes travailler sur mon projet de thèse. C'est un sentiment vraiment agréable. Et c'est pour l'instant encore confidentiel, mais le premier produit avec une interface haptique à ultrasons devrait débarquer sur le marché d'ici peu pour une année chargée en sensations. Je ne peux pas vous dire quel sera le premier produit. C'est un secret pour l'instant, mais ce sera révélé avant la fin de l'année. De l'autre côté de l'Atlantique, en Californie, une autre révolution est également en marche. Bientôt, des images qui ressemblent à des hologrammes surgiront de nos téléphones comme un génie sort de sa lampe. Et le génie, en l'occurrence, c'est David Fatal, un physicien français de 35 ans. Star des médias, il a reçu le prestigieux prix du MIT comme Mark Zuckerberg avant lui. Quand j'étais petit, je rêvais d'être un physicien comme Einstein. Je me rappelle aller avec mon père au Palais de la Découverte tous les dimanches. Pour Noël, je demandais des livres de mécanique quantique à mes parents, pas des jouets. Et en fait, voilà, pour moi, les physiciens, c'était mes héros, en fait, les héros de mon enfance. David Fatal a réussi à mettre au point un incroyable écran futuriste qui projette ce qu'on appelle des illusions holographiques. Sans lunettes spécifiques, on a bel et bien l'impression de voir des images en 3 dimensions. Impossible pour notre caméra et votre téléviseur de retransmettre cette illusion. Voilà donc, après trucage, ce que nos yeux verraient si nous avions le portable en main.
La 3D, c'est une impression qui est donnée par le cerveau. Okay. C'est le fait que vos deux yeux voient une image un petit peu différente du monde réel, parce qu'ils sont placés à des endroits différents. Et le cerveau arrive à fusionner ces deux images et créer l'impression de 3D. Explication. Pour voir en 3D sans lunettes, il faut qu'une image arrive dans notre œil droit et que la même image, légèrement décalée dans l'espace, arrive dans notre œil gauche. Le problème, c'est qu'avec ces deux angles de vue, il n'y a qu'un seul endroit précis où l'on peut percevoir la 3D. L'affichage développé par David Fatal offre lui 64 angles de vue différents sans lunettes spécifiques. Ainsi, où que l'on soit dans cette zone, on peut donc bouger et garder la sensation de 3D. Et pour réaliser ce pari fou, il a travaillé sur le contrôle de la lumière. Un écran de portable est composé de deux couches. La première, qui contient les pixels, et la deuxième, qui contient un système de rétroéclairage illuminé par des diodes. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace uniquement le système de rétroéclairage. Normalement, le système de rétroéclairage émet de la lumière de façon complètement chaotique dans toutes les différentes directions de l'espace. Dans notre cas, en fait, on remplace donc ce système de rétroéclairage par un système qui est capable d'émettre des rayons de lumière depuis des points très précis dans des directions très précises de l'espace. On arrive en fait à projeter des rayons lumineux et à moduler l'intensité de ces rayons lumineux indépendamment, donc dans différentes directions de l'espace. Ce qui fait que quand on regarde l'écran, votre œil droit et votre œil gauche va voir en fait une image différente, ce qui crée l'impression de profondeur. Et c'est ainsi que vous semblez voir le dinosaure sortir de l'écran. Les illusions holographiques de David Fatal, si elles y ressemblent, ne sont pas pour autant des hologrammes, puisque c'est notre cerveau qui les interprète. Alors quelle différence avec le véritable hologramme, comme celui de la princesse Leia dans Star Wars ? Pour le savoir, direction Besançon, où sont conservés des hologrammes parmi les plus grands du monde. Maxime Jacot, docteur en optique, nous explique le principe des hologrammes utilisant des lasers. Des hologrammes inventés il y a 60 ans. Et ça n'a rien à voir avec l'écran de David Fatal. Pour réaliser un hologramme, il suffit d'avoir un laser de façon à illuminer une plaque holographique qui est de ce type-là avec du sel d'argent dessus, photosensible à la lumière. Et ensuite, il va s'agir d'illuminer d'une part l'objet à holographier et d'avoir une autre partie du faisceau laser qui va directement éclairer la plaque holographique. Le logo d'Arte a été enlevé et c'est bien uniquement son hologramme qui apparaît sur la plaque holographique. Un hologramme, c'est une image qui existe vraiment physiquement en 3D, faite à partir d'un laser. Alors que dans la technologie de David Fatal, c'est le cerveau qui crée la 3D. Pour observer un hologramme sur une plaque en verre, pas besoin de lunettes. Il faut juste éclairer de nouveau la plaque avec un laser. Si on éteint le laser qui est sur ma droite, je ne vais être que tout seul dans mon environnement où il n'y a pas du tout de salon et ainsi de suite. Donc ce n'est que l'effet de la lumière qui va être rallumée là, qui va faire apparaître l'image qui va être produite par la plaque holographique qui est face à moi. Alors pourquoi ne pas appliquer cette technologie aux écrans de portable ? On ne peut pas intégrer une technologie holographique sur un écran de portable de façon complètement fidèle comme on le voit derrière moi, tout simplement parce que la résolution, les éléments qui constituent l'hologramme, les plus petits éléments, ce qu'on va appeler des sels d'argent, ont des dimensions 1000 fois plus petites qu'un pixel d'un écran de portable. Donc le résultat sera un hologramme de faction très grossière. On ne peut donc pas faire jaillir un vrai hologramme d'un portable. David Fatal a, lui, trouvé une autre solution très performante visuellement. Les applications sont multiples. Visioconférence, jeux en ligne, commerce électronique ou architecture. Nos deux inventeurs pourraient même un jour croiser leurs technologies. Effectivement, il y a des technologies qu'on appelle les technologies d'optique haptique, qui utilisent en fait des ultrasons. Et ça donc couplé avec notre système de réalité holographique, permettra en fait de matérialiser littéralement le monde du numérique dans le monde réel. Et ça permettra de toucher des hologrammes. En attendant le mariage des deux technologies, le premier écran holographique sera disponible dès l'année prochaine. Et
comme la télécouleur a remplacé le noir et blanc, nos deux innovateurs espèrent bien que leurs écrans connaîtront le même succès. Sur notre site internet arte.tv/futurmag, la révolution technologique continue. Des écrans de plus en plus fous s'apprêtent à arriver sur le marché et promettent de nouvelles expériences, comme cet écran qui se déroule à l'envi ou ce téléphone qui s'enroule autour du poignet. Dans le train, cette fenêtre tactile devrait permettre de rendre les voyages moins monotones, alors que le futur tient peut-être dans ce bracelet et son écran dématérialisé. En recouvrant 70% de notre planète, les mers et les océans représentent une gigantesque manne d'énergie en sommeil. Selon les experts, elle pourrait satisfaire 10% de la consommation électrique mondiale. Un enjeu colossal qui pousse les innovateurs à trouver des solutions pour transformer l'énergie des vagues en électricité. Sur la côte basque espagnole, une centrale électrique fonctionne grâce à l'énergie des vagues. En Californie, un drone marin exploite lui aussi le mouvement des vagues et pour se propulser. Nous voici d'abord à Mutriku, au bord de l'océan Atlantique. Ce petit village de la côte basque espagnole héberge depuis 2011 une pépite en matière d'énergie marine renouvelable. La longue digue de plus de 100 mètres que l'on aperçoit au loin est un brise-lames construit pour protéger le port et le village des assauts de l'océan. Mais c'est aussi là que se dissimule la centrale houlomotrice, une usine capable de transformer l'énergie des vagues en électricité. Une installation unique au monde qui fait la fierté de Mutriku. Les vagues naissent grâce au vent soufflant à la surface de l'eau. Dans le golfe de Gascogne où se situe la côte basque, le vent génère des vagues toute l'année. À Mutriku, c'est grâce aux vagues qui s'engouffrent dans cette grande digue de béton que le miracle énergétique est possible. Olar Sajuria travaille pour l'EV, l'entreprise d'énergie basque. Elle dirige cette centrale houlomotrice et nous dévoile son fonctionnement. Bajo nuestros pies lo que tenemos es la planta de las olas de Mutriku, con sus 16 turbinas y sus 16 cámaras a lo largo de 100 metros de este dique. Las cámaras son unas estructuras huecas que están abiertas hacia el mar, que permiten que la ola entre dentro de la cámara y a su vez empuja el aire que hay dentro de la cámara y lo hace pasar por un orificio superior donde tenemos colocadas nuestras turbinas. Tanto cuando la ola llega como cuando se retira, el aire pasa a través de la turbina y en ambos sentidos la turbina genera electricidad. Avant de poursuivre, résumons ensemble le fonctionnement de cette installation houlomotrice multiturbine unique au monde. Lorsque les vagues s'engouffrent dans les 16 chambres à air, elles poussent l'air et le compriment un peu comme une pompe à vélo. L'air contenu dans les chambres en béton ressort par un unique petit trou au bout duquel est installée une turbine. En tournant, la turbine génère une énergie mécanique transformée en électricité par un alternateur. Lorsque les vagues se retirent, l'air retourne dans les chambres à air par effet de succion, générant également de l'électricité. Cette électricité rejoint ensuite le réseau global. La centrale houlomotrice de Mutriku produit 300 000 kWh par an, de quoi alimenter 300 personnes en électricité pour toute une année. Certes, en comparaison, une éolienne peut produire à elle seule jusqu'à 20 fois plus d'énergie, mais l'installation reste rentable. Actualmente las energías marinas o el aprovechamiento de las energías de las olas es una tecnología muy costosa porque está tecnológicamente poco avanzada. Por lo tanto, que una instalación como esta esté operada en remoto y automáticamente puede abaratar esos costes de operación de la planta. Allez, entrons dans les entrailles de la centrale pour découvrir de plus près les 16 turbines qui produisent de l'électricité en étant simplement traversées par l'air chassé par les vagues. Coup de chance, une des turbines est démontée.
pour nous aider à mieux comprendre comment tout cela fonctionne. En ce moment, la valve est fermée et ne laisse passer qu'un peu d'air. C'est ce que vous pouvez écouter et c'est ce que vous pouvez sentir. C'est la partie centrale de la turbine. Vous pouvez voir qu'ici, il y a deux rotors avec un générateur au milieu. Dès que l'air est poussé par les vagues, le rotor tourne. Et grâce à ce mouvement, l'alternateur est capable de produire de l'électricité. Ça, c'est la partie supérieure de la turbine. C'est un atténuateur de bruit. Grâce à la forme et aux matériaux qui composent ses parois, il est capable d'atténuer un peu le bruit des turbines. Et c'est vraiment nécessaire dans ce type de centrale pour préserver la tranquillité des riverains. Voici ce que cela donne quand les turbines fonctionnent. La centrale fournit de l'électricité écologique. En évitant le recours à l'énergie fossile, elle réduit l'émission de 300 tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Il a fallu 5 ans de travaux, parfois contre vents et marées, afin de construire la digue et la centrale. Un projet inspiré d'une réelle volonté politique que nous relate Aitor Oregui, directeur de l'énergie du Pays Basque, avec sa cravate verte. Le projet de Motrico est plus qu'un projet politique. Il doit être vu comme un exemple de ce que devrait être une partie importante de la production d'énergie dans le futur. Ce n'est pas un coup politique, c'est un véritable projet d'avenir pour notre pays. Les 150 km de côte basque se prêtent tout à fait à l'exploitation de l'énergie houlomotrice. Il représente un potentiel énergétique de 2000 gigawattheures par an, soit 10% de la demande totale de la région en électricité. Or, l'objectif des Basques, c'est de fournir 14% de ce besoin énergétique grâce à l'énergie renouvelable d'ici 2020. La mer, qui fait partie intégrante de notre culture, doit nécessairement dans le futur être une partie fondamentale de l'énergie du Pays Basque. Ça transcende tout, c'est un projet pour tout notre pays. C'est une fierté de pouvoir dire que dans un recoin si petit sur la carte, peuvent naître des choses vraiment importantes pour le monde. S'il est possible de transformer l'énergie des vagues en électricité sur les côtes grâce à ce type de centrale, pourquoi ne pas l'envisager plus au large ? De nombreux ingénieurs planchent sur la question. Ces 15 dernières années, 250 projets flottants ont été développés. Bercés par la houle de pleine mer, ces dispositifs pourraient convertir leur propre mouvement en électricité. Reste à franchir certaines difficultés, comme la rentabilité de ces prototypes ou leur capacité à résister aux assauts de la mer. Ces problèmes résolus, l'énergie houlomotrice serait exploitable sur tous les océans du monde. Et cette énergie pourrait connaître un plus grand dessein si elle était utilisée pour surveiller les océans. C'est l'ambition de cette innovation, le Wave Glider. Ce drôle d'engin est un drone marin qui se sert de l'énergie des vagues pour se déplacer en toute autonomie. C'est à Sunnyvale, en Californie, que ce drone a été inventé. Ingénieur en mécanique, Roger Hein l'a créé à la base pour un de ses amis qui voulait étudier le chant des baleines. L'engin devait être silencieux et énergiquement autonome. C'est ainsi que Roger Hein a eu l'idée de créer un dispositif composé d'un flotteur et d'une partie sous-marine exploitant le mouvement des vagues pour se propulser. La première fois que l'idée m'est venue, j'étais dans ma baignoire à la maison.
On venait de discuter de ces idées et je me suis dit, et si on avait un élément juste en dessous qui pourrait transformer le mouvement de haut en bas en propulsion. Et j'ai bricolé un truc avec des bâtons de glace, un clou et du fil de pêche. Je l'ai mis dans ma baignoire et j'ai tiré sur le fil. Le truc s'est mis à avancer et j'ai commencé à rigoler. J'étais tout seul à me marrer dans ma baignoire et je me suis dit, oui, ça devrait marcher. Équipé d'appareils de mesure alimentés par des panneaux solaires, le Wave Glider est utilisé dans de nombreux domaines, comme par exemple l'industrie de la pêche, la météorologie, la lutte contre le trafic de drogue ou encore l'océanographie. Composé d'un flotteur de 2 mètres de long et de 12 ailes sous-marines, il présente l'avantage de pouvoir naviguer dans des régions jusque-là inexplorées. Détaillons ensemble son fonctionnement. Le mouvement des vagues est plus important en surface qu'en profondeur. Le Wave Glider utilise ce principe pour avancer. La vague soulève le flotteur, le dispositif sous-marin remonte et cela active les 12 petites pales sous-marines qui, en battant, fournissent l'électricité à une hélice qui propulse le flotteur. Il avance tant que le moindre mouvement à la surface de l'eau est perceptible. Les instruments positionnés à l'abri sur le flotteur collectent leurs données qui sont ensuite transmises par satellite ou par Wi-Fi. Aujourd'hui, 400 Wave Gliders ont été vendus et parcourent le monde. Depuis la Californie, une équipe veille sur eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Liquid Rocks Operations, this is Mike. Ces navigateurs vérifient que les drones ne dévient pas de leur trajectoire initialement prévue avec leurs clients et que les informations recherchées sont effectivement collectées. Okay. Thanks, bye-bye. Ils peuvent aussi, à la demande de leurs clients, diriger directement le drone à distance. Or is it the glider? I don't know. Marc Salaberry dirige cette équipe. Il se préoccupe actuellement d'un Wave Glider qui étudie un canyon sous-marin au large du Portugal. Nous avons ici tous les trajets préenregistrés. Et vous voyez, ils sont numérotés. Donc nous pouvons envoyer le Wave Glider étape par étape. Par exemple, du 130 au 131, puis au 132. Si le client veut modifier le trajet, on va sur la page de commande, et soit on suit ce qui était préenregistré, soit on modifie sa course. On peut aussi s'arrêter sur un des points du trajet. Si j'appuie sur ce bouton, le Wave Glider va s'arrêter, là, sur ce point. Alors que les océans recouvrent 70% de notre planète, nous n'avons exploré que 5% d'entre eux. Grâce à leur autonomie énergétique, ces drones marins peuvent naviguer partout, même dans les zones les plus dangereuses, sans pour autant risquer la vie d'un équipage. En collectant des milliers de données sur la santé de nos océans, ils permettent de mieux les connaître et de mieux les protéger. Une préoccupation majeure pour Roger Hein. Nous transformons les océans. Nous transformons radicalement notre planète avec nos activités. Alors que le seul endroit où la vie est possible, c'est la Terre. Nous devons comprendre ce que nous lui faisons et nous devons mieux la gérer. Contribuer à la protection de notre planète, satisfaire nos besoins en électricité tout en respectant notre environnement, l'énergie ou l'eau motrice est un secteur prometteur, même s'il n'en est qu'à ses débuts. Les innovateurs qui se lancent dans cette aventure pourraient bien provoquer un raz-de-marée dans le monde de l'énergie. Sur notre site internet arte.tv/futurmag, apprenez vous aussi à capturer l'énergie des vagues avec Marc Longford. Ce professeur de sciences va nous montrer comment construire une mini-centrale que l'on peut installer sur la plage. Grâce aux vagues, elle produit assez d'électricité pour alimenter des téléphones ou des tablettes. De quoi rester connecté, même à la plage.